Le roi agissait comme représentant de Zeus ou de Poséidon ou d'Apollon et portait lui-même le nom de l'un ou de l'autre, bien que Zeus lui-même fût pendant des siècles un simple demi-dieu, et non pas une divinité immortelle de l'Olympe. Tous les mythes primitifs où des dieux séduisent des nymphes se rapportent, semble-t-il, à des mariages entre des chefs helléniques et des prêtresses locales de la Lune. Héra est farouchement opposée à ces mariages, ce qui signifie que le sentiment religieux conservateur y était hostile. Lorsqu'on s'aperçut que la durée très limitée du règne du roi était gênante, on accepta d'étendre l'année de 13 mois à une grande année de 100 lunaisons, à la fin de laquelle le temps solaire et lunaire coïncidaient approximativement. Mais comme les champs et les moissons avaient toujours besoin d'être fertilisés, le roi accepta de passer par un simulacre de mort tous les ans et de céder sa souveraineté pour un jour, le jour intercalaire qui se trouve être en dehors de l'année sidérale sacrée, à un roi enfant qui était son substitut ou interrex, qui mourait à la fin de la journée et dont on utilisait le sang pour la cérémonie de l'aspersion. Le roi sacré régnait donc soit pendant toute une grande année avec un taniste comme lieutenant, ou bien il régnait alternativement chacun pendant une année, ou bien la reine les autorisait à partager son royaume en deux parties et à régner ensemble chacun sur la région qui lui était dévolue. Le roi était le délégué de la reine à de nombreuses cérémonies sacrées, et il était revêtu de ses vêtements féminins. Il portait de faux seins, empruntait sa hache lunaire comme symbole de souveraineté et même lui empruntait son art magique de faire descendre la pluie. Sa mort rituelle présentait des variantes importantes. Il était déchiqueté par des femmes en furie, transpercé par une lance terminée par un aiguillon de raie venimeuse, tué à la hache, atteint au talon par une flèche empoisonnée, précipité du haut d'une falaise, brûlé sur un bûcher, noyé dans un étang ou tué dans un accident de char préparé à l'avance. De toute façon, il devait mourir. Puis à un autre stade, on substitua des animaux aux enfants sur les autels de sacrifice, et le roi refusa de mourir au terme de son règne. Il partageait son royaume en trois parties, en donnant une à chacun de ses successeurs, et régnait lui-même durant une autre période. Son excuse était qu'on savait à présent faire coïncider plus exactement l'année solaire et l'année lunaire, c'est-à-dire 19 ans ou 325 lunaisons. La grande année était devenue une très grande année. Néanmoins, malgré différentes phases dont de nombreux mythes se font l'écho, c'était son mariage avec une nymphe tribale qui conférait au roi sacré son pouvoir. Celle-ci était choisie soit par une épreuve de course à pied avec ses compagnes, soit par ultimogéniture, la plus jeune fille nubile de la branche aînée. Le trône demeurait matrilénaire comme il l'était théoriquement en Égypte, où le roi sacré et son taniste étaient donc toujours choisis en dehors de la maison royale féminine, jusqu'au moment où un roi audacieux décida enfin de commettre un inceste avec l'héritière considérée comme sa fille. Il acquérait ainsi un nouveau droit au trône lorsque son règne demandait à être renouvelé. Les invasions achéennes du XIIIe siècle avant Jésus-Christ affaiblirent très sérieusement la tradition matrilénaire. Il semble que le roi était parvenu à régner jusqu'à la fin du cours naturel de sa vie. Et lorsque les Doriens arrivèrent à la fin du second millénaire, c'est le système patrilénaire qui devint la règle. Un prince ne quittait plus la maison de son père pour épouser une princesse étrangère. C'est elle qui venait à lui, comme Odysseus avait convaincu Pénélope de le faire. La généalogie devint patrilénaire, bien qu'un incident survenu à Samos
est mentionné dans la vie d'Homère du pseudo-Hérodote, montre que quelque temps après l'Apatoria, ou fête du règne de l'homme, eut remplacé la fête du règne de la femme, les rites consistaient encore en sacrifice à la déesse mère, auquel les hommes n'avaient pas le droit d'assister. Le système olympien fut alors reconnu par tous. C'était un compromis entre les conceptions helléniques et pré-helléniques. Une famille divine composée de 6 dieux et 6 déesses, commandée par les co-souverains Zeus et Héra, formant un conseil de dieux sur le modèle babylonien. Mais à la suite d'une révolte de la population pré-hellénique, décrite dans l'Iliade comme une conspiration contre Zeus, Héra lui fut assujettie. Athéna se désignait elle-même comme entièrement pour le père. Et enfin, Dionysos assura la prépondérance mâle dans le conseil en prenant la place d'Hestia. Cependant, les déesses, bien qu'à présent en minorité, ne furent jamais exclues, comme à Jérusalem, car Homère et Hésiode, qu'on révérait, avaient attribué aux dieux leur domaine et leur pouvoir particuliers. Et il n'était pas facile de les modifier. En outre, et bien que le système consistant à réunir toutes les femmes de sang royal sous le contrôle du roi, et ainsi de décourager les étrangers qui auraient voulu essayer de s'emparer du trône d'après le système matrilénaire, eût été adopté à Rome au moment où l'on fonda le collège Vestal et en Palestine lorsque le roi David constitua son harem royal, ce système n'atteignit jamais la Grèce. L'ascendance, la succession et l'héritage patrilinéaire rendaient désormais les mythes inutiles. C'est alors que commence la légende historique, qui à son tour s'évanouit dans la lumière de l'histoire ordinaire. La vie des personnages tels qu'Héraclès, Dédale, Tirésias et Phinée s'étendent sur plusieurs générations, pour la raison que ce sont des titres et non pas des noms de héros particuliers. Cependant, les mythes, bien qu'il soit difficile de les faire concorder avec la chronologie historique, contiennent toujours des éléments concrets. Ils transmettent généralement quelque chose de la tradition, même lorsque le sens du mythe a été faussé par un récit. Un bon exemple en est l'histoire assez confuse du rêve d'Éaque, où des fourmis tombant d'un chêne oraculaire se transforment en hommes et colonisent l'île d'Égine qu'Héra avait dépeuplée. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le chêne est né d'un gland de Dodone, que les fourmis étaient thessaliennes et qu'Éaque était le petit-fils du fleuve Asopos. Ces éléments se sont fondus pour relater de façon précise les immigrations qui eurent lieu à Égine vers la fin du second millénaire avant Jésus-Christ. En dépit de la similitude des thèmes dans la mythologie grecque, diverses interprétations de certains détails ou de légendes particulières demeureront toujours possibles jusqu'au moment où les archéologues seront en mesure d'apporter des précisions définitives sur les déplacements des tribus en Grèce, tant en ce qui concerne les dates que les itinéraires. De toute façon, le point de vue historique et anthropologique sont les seuls qui soient sérieux. La théorie selon laquelle la chimère, le sphinx, la gorgone, les centaures, les satyres sont de simples manifestations de l'inconscient collectif de Jung, dont personne n'a donné ni ne donnera jamais une définition précise, est dénuée de tout fondement. Et on peut le démontrer. L'âge de bronze et le début de l'âge de fer en Grèce n'étaient pas l'enfance de l'humanité, comme le pense Dr. Jung. Le fait que Zeus avala Métis, par exemple, et donna ensuite naissance à Athéna par un orifice dans sa tête, n'est pas un simple fantasme de l'imagination, mais un dogme théologique ingénieux qui fait état de 3 conceptions. 1. Athéna est la fille de Métis par parthénogénèse. Cela signifie qu'elle était la plus jeune membre de la triade dont Métis, déesse de la sagesse, était la souveraine. 2. Zeus avale Métis. Cela signifie que les Achéens suppriment son culte
et attribuent toute la sagesse à Zeus, leur dieu patriarcal. 3. Athéna est la fille de Zeus. Cela signifie que les Achéens, adorateurs de Zeus, épargneront les temples d'Athéna à la condition que les fidèles de la déesse acceptent la souveraineté absolue de Zeus. La scène de Zeus avalant Métis et ce qui en suivit a probablement figuré sur les murs d'un temple. Et de même que l'amoureux Dionysus, qui fut le fils de Sémélé par Parthénogénès, était né une seconde fois de sa cuisse. De même, la cérébrale Athéna était née une seconde fois de sa tête. Si certains mythes paraissaient surprenants aux premiers abords, c'est souvent parce que le mythographe a, par erreur ou délibérément, mal interprété une représentation sacrée ou un rite dramatisé. J'ai appelé ce processus iconotropie, et on peut trouver des exemples dans le corpus de littérature sacrée qui masquent les réformes radicales apportées aux anciennes croyances. La mythologie grecque abonde en exemples d'iconotropie. Les tables à 3 pieds d'Héphaïstos, par exemple, qui couraient aux assemblées des dieux et revenaient toutes seules, ne sont pas, comme le suggère Charles Seltman dans Les 12 dieux de l'Olympe, une anticipation des automobiles, mais des disques solaires en or munis chacun de 3 pieds, comme l'emblème de l'île de Man, qui représentait, semble-t-il, le nombre d'années des 3 saisons qu'un fils d'Héphaïstos était autorisé à régner dans l'île de Lemnos. De même, le fameux jugement de Paris, où l'on demande aux héros de choisir entre les charmes de 3 déesses rivales, et qui remet la pomme à la plus belle, est en réalité le récit d'un processus rituel ancien, même du temps d'Homère ou d'Hésiode. Ces 3 déesses sont en fait une seule déesse, triple. Athéna, la jeune fille, Aphrodite, la nymphe, et Héra, la vieille femme. Et c'est Aphrodite qui offre la pomme à Paris, et non pas l'inverse. Cette pomme qui symbolise l'amour, son amour qu'il a obtenu au prix de sa vie, sera le laissez-passer de Paris pour les Champs-Élysées. Le verger de pommiers situé en Occident, où seules sont admises les âmes des héros. Il est souvent question de présents de ce genre-là dans la mythologie irlandaise et galloise. Les Hespérides donnent une pomme à Héraclès. Ève, la mère de tous les vivants, en donne une à Adam. Et Némésis, déesse du bois sacré, qui dans la mythologie tardive devint le symbole de la vengeance divine à l'encontre des rois orgueilleux, porte une branche chargée de pommes qu'elle offrira aux héros. Tous les paradis de l'époque néolithique et de l'âge de bronze étaient des îles vergers. Le mot paradis lui-même signifie d'ailleurs jardin. Une véritable science du mythe doit être édifiée sur une étude patiente de l'archéologie, de l'histoire, des religions comparées, et non pas naître de façon subite dans le cabinet de consultation d'un psychiatre. Bien que les Jungiens considèrent que les mythes sont des manifestations de la psyché préconsciente ou des révélations non contrôlées concernant les événements psychiques inconscients, la mythologie grecque en vérité n'était pas plus mystérieuse que le sont les affiches électorales modernes. Et par ailleurs, les mythes circulaient pour la plupart dans des pays qui avaient d'étroites relations politiques avec la Crète méonienne. État suffisamment évolué pour avoir constitué des archives, posséder des immeubles à 4 étages, dotés d'installations sanitaires, avec des chambres munies de portes à verrou, qui ont une allure moderne, qui utilisaient des marques de fabrique, le jeu d'échecs, un système de poids et de mesure, et un calendrier basé sur de patientes observations astronomiques. Je me suis efforcé pour chaque mythe de réunir en un récit harmonieux tous les éléments dispersés, en indiquant les variantes peu connues ou parfois en éclairant le sens, et d'une façon générale de répondre de mon mieux à toutes les questions qui se posaient en termes d'anthropologie et d'histoire.
La tâche que j'ai entreprise, je le sais, dépasse les possibilités d'un homme travaillant seul, en dépit des efforts dépensés et du temps consacré. Il y a sans doute un grand nombre d'erreurs. Je me permets de faire remarquer que mes affirmations au sujet de la religion ou des rites méditerranéens avant l'apparition de récits écrits sont de simples hypothèses. Néanmoins, j'ai été encouragé depuis la première édition de ce livre en 1955 par les analogies qui existent dans le livre de E. Mayruit, Le drame cosmologique d'Akan, et les changements tant religieux que sociaux dont il est question ici. Le peuple d'Akan provient d'une ancienne émigration libyo-berbère, cousin des populations pré-helléniques grecques en provenance des oasis du Sahara, et leur mariage à Tombouctou avec des Noirs du Niger. Au XIe siècle de notre ère, ils pénétrèrent plus au sud vers ce qui est aujourd'hui le Ghana. 4 cultes différents ont subsisté chez eux. Dans le culte le plus primitif, la lune est adorée sous sa forme de la triple déesse Ngamé, visiblement identique à la Nith libyenne, à la Tanit carthaginoise et à l'Athéna canaanite, et à l'Anatana canaanite et à l'Athéna de la Grèce primitive. On dit que Ngamé a formé les corps célestes par elle-même et qu'elle a donné la vie aux hommes et aux animaux en tirant des flèches magiques avec son arc en forme de nouvelle lune dans leur corps inerte. Elle ôte aussi la vie sous son aspect destructeur, comme le faisait sa réplique la déesse de la lune Artémis. On considère qu'une princesse royale en temps troublé peut être investie des pouvoirs lunaires, magiques de Ngamé et donner naissance à une divinité tribale qui s'installe dans un sanctuaire et prend le commandement d'une troupe d'émigrants vers un pays nouveau. Cette femme devient reine-mère, chef militaire, juge et prêtresse de la colonie qu'elle fonde. La divinité s'est entre-temps manifestée comme animal totémique. Elle est protégée par un tabou très sévère dont sont exceptées la chasse qui a lieu une fois par an et les sacrifices d'une seule spécimen animal. Ceci jette une certaine lumière sur la chasse à la chouette que pratiquaient les Pélages à Athènes. Des États constitués de tribus fédérées se forment alors, la divinité tribale la plus puissante devenant le dieu d'État. La deuxième forme de culte marque la coalescence d'Akan avec les adorateurs soudanais d'un dieu père, Odomankoma, qui prétendait avoir fait l'univers sans l'aide de personne. Il était, semble-t-il, conduit par des chefs mâles élus et avait adopté la semaine sumérienne de 7 jours. Il existe également un mythe intermédiaire où il est dit que Ngamé a donné la vie à la création inerte d'Odomankoma. Et chacune des divinités tribales devient une des 7 puissances planétaires. Ces 7 puissances planétaires, comme je crois que cela est arrivé en Grèce lorsque le culte du Titan y pénétra, venant d'Orient, forment des couples d'hommes et de femmes. La reine-mère de l'État, représentante Ngamé, accomplit un mariage sacré tous les ans avec le représentant d'Odomankoma, c'est-à-dire avec l'amant qu'elle choisit et que les prêtres tuent et écorchent à la fin de l'année. Il semble que les Grecs se soient livrés aux mêmes pratiques. Dans le troisième type de culte, l'amant de la reine-mère devient le roi et on le vénère comme l'aspect mâle de la lune. Il correspond au dieu phénicien Baal-Haman. Un jeune garçon meurt à sa place chaque année en simulant d'être le roi. La reine-mère déléguait alors ses pouvoirs exécutifs à un ministre et se consacre à ses fonctions de fertilisation rituelle. Dans le quatrième type de culte, le roi, qui est devenu le suzerain de plusieurs petits rois, insignifiants, abroge son aspect de dieu lune et se proclame roi soleil, à la manière des Égyptiens. Bien qu'il continue à célébrer le mariage sacré annuel, il se libère de la dépendance de la lune. À ce stade,
le mariage patrilocal remplace le mariage matrilocal. Et on donne aux tribus des héros mâles comme ancêtres et comme ancêtres à adorer, tout comme en Grèce. Bien qu'en Grèce, le culte du soleil n'ait jamais supplanté le culte du dieu du tonnerre. Chez les Akans, tout changement dans le cérémonial de la cour amène une modification du mythe déjà reconnu et qui explique les événements dans le ciel. Ainsi, le roi a nommé un portier royal et rehaussé sa fonction en le mariant à une princesse. On annonce qu'un portier divin dans le ciel se trouve dans la même situation. Il est probable que le mariage d'Héraclès avec la déesse Hébé et sa nouvelle fonction de portier de Zeus rendaient compte d'événements similaires à la cour mycéenne et que les fêtes données à l'Olympe étaient l'écho de fêtes identiques se déroulant à l'Olympie sous la présidence conjointe du haut roi de Mycène, semblable à Zeus, et de la grande prêtresse d'Héra à Argos. Je suis extrêmement reconnaissant à Janet Seymour Smith et à Kenneth Gay, à qui ce livre doit d'avoir pris forme, à Peter Lallagh Green pour avoir relu les premiers chapitres, à Frank Seymour Smith pour m'avoir envoyé de Londres de textes rares latins et grecs, et aux nombreux amis qui participèrent, à Sally Shilver, au docteur P. Kayberry et à MGC Hogarth qui m'ont aidé à améliorer la première édition. Deia, Majorque, Robert Graves, Espagne.